Ok, donc c'est bon. Normalement, c'est ok pour de bon. Oui, donc en fait, c'est un exercice difficile de passer de l'info à plein d'infos en un temps qui est très court. Ouais. Et c'est bien si les gens puissent, que les gens puissent retenir, ça permet de continuer à parler avec eux. Mm. Et je trouve que tu réussis cet exercice difficile particulièrement bien. Bah, c'est très gentil. Après, c'est vrai qu'il y a certains canons de rythme qui se sont instaurés sur le web, notamment un rythme très très rapide. Et je pense que déjà, je fais quelque chose qui est devenu assez rapide dans le rythme, mais j'essaie toujours de laisser suffisamment de respiration à tel ou tel moment, même avec un trait d'humour placé là ou là, pour avoir vraiment laisser le temps aux gens d'intégrer l'information et pas avoir à faire 12 retours en arrière forcément. Donc vraiment, il y a une espèce de fluidité qui ne soit pas accessible juste aux gens qui sont habitués à un certain format internet, mais même à quelqu'un qui ne connaisse pas forcément le format à la base, qui abordera le truc avec un esprit nouveau, qui trouvera ça rapide, forcément, mais qui puisse quand même ne pas se sentir complètement largué. Est-ce que tu as travaillé, t'as fait un peu de théâtre justement pour choisir ce que tu allais faire? Un tout petit peu. Mais ça, c'était bien après coup. Donc le théâtre n'a absolument pas conditionné quoi que ce soit dans la manière de Son faire les choses à la intention. base. C'est juste qu'il y a 3 4 ans, 2 3 ans, j'en ai fait un tout petit peu, mais j'ai même pas pris de cours ou quoi que ce soit. C'était une amie qui montait une compagnie, qui m'a embrigadé dedans. Et c'était un bon exercice après Hmm. pour appréhender la scène, appréhender juste une certaine manière de porter la voix, une certaine manière d'appréhender la diction aussi. Donc c'était utile, mais ça n'a pas été fondateur. Et j'en ai pas fait si longtemps que ça. Oui, bah oui, bien sûr, la partie. Oui, tu avais une question? Une question des internautes concernant les prochaines conventions auxquelles tu feras partie. Le Tu calendrier. attends. On le fera Alors, on le après. fera On le peut-être fera vers la après. fin. Et posez-nous des super questions intelligentes, quoi. Et sinon, voilà. Des méga questions, Ouais, super voilà. intelligentes. Alors, je Ou pas? rappelle, hein, c'est toujours ici les questions pourries, on les prend pas. Si vous avez posé une question pourrie et qu'on prend pas, c'est pas la peine de la remettre. On la prendra pas de toute façon, donc c'est foutu. Et c'est comme ça, on a eu de superbes échanges avec vous, cher public. Bien, si on revenait un petit peu sur les sujets, tes sujets de prédilection. Donc maintenant, tu as plusieurs formats. Ouais. Voilà. Donc Ouais, déjà, ouais. il y a la préséance. Ouais, ouais. Bah, à la base, il y a le fossoyeur qui est l'émission principale. Il y Ouais. a l'après-séance qui est juste l'inverse à tous les niveaux, où c'est pas du tout écrit, c'est improvisé, je suis pas dans le personnage et je parle pas de choses qui sont pas dans l'actualité, contrairement au fossoyeur, mais là je parle vraiment de sorties cinéma récentes. Donc vraiment, c'est le pendant diamétralement opposé au fossoyeur. Et à côté de ça, ouais, il y a d'autres formats un peu plus ponctuels sur la chaîne, ça c'est les deux principaux. Mais après, j'ai un format de musique, Dead Watts, où j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, je m'amuse beaucoup à reprendre certains thèmes et à les triturer dans tous les sens. J'ai un format récent que je fais depuis la fin de l'année 2015 qui est l'aparté. C'est où je reprends le personnage du Fossoyeur, mais je fais des chroniques beaucoup plus courtes et généralement avec des sujets un petit peu plus fantaisistes. Et ça me permet de faire de réavoir le personnage, d'avoir une approche plus écrite, mais avec un côté un peu plus spontané, avec un peu plus de fraîcheur. Parce que comme les Fossoyeurs me demandent vraiment beaucoup de boulot, c'est quelque chose qui s'étale vraiment sur le temps long et je perds au bout d'un moment un petit peu de la spontanéité qu'il y avait à la base quand j'ai écrit le script. Tandis que là, les apartés, je les fais beaucoup plus rapidement, donc c'est une sorte de soupape. Et oui, à côté de ça, j'ai des petits hors-série par-ci par-là. Et un nouveau format maintenant dont j'ai terminé le quatrième épisode aujourd'hui, qui est Film Wars sur Dailymotion, qui est un format qui me permet de parler en fait des productions de films ultra problématiques à travers l'histoire du cinéma. Tous ces tournages complètement cauchemardesques qu'ont connu certains réalisateurs. C'est un sujet qui m'a toujours branché. Et là, je suis parti pour faire 12 épisodes sur Dailymotion, en exclu sur Dailymotion. Et voilà, là, j'en suis au quatrième. Ok, mais ça par contre, c'est important effectivement de dire qu'il y a aussi d'autres plateformes. Il n'y a pas que les vidéos qu'on voit sur YouTube. Ça, c'est vachement intéressant. Donc j'imagine que tu as parlé de Don Quichotte. Bah, en fait, Don Quichotte, il y a déjà un film noir qui existe dessus. Oui, Enfin, c'est l'homme qui tue Don Quichotte. C'est le ouais. film qui parle de la. Donc en fait, j'aurais pas vraiment d'intérêt à faire un épisode dessus, étant donné que cet épisode existe et qu'il fait déjà 1 heure et demie. Donc ça serait juste une espèce de méga condensé de ce film et je vois pas trop l'intérêt. Là, les infos sur les autres tournages problématiques, elles sont déjà là, mais il n'y a pas
d'œuvres à part entière qui existent déjà pour parler spécifiquement des problèmes qu'ont ces films. Donc je fais un travail vraiment de compilation d'informations pour concentrer sur 5 minutes un maximum d'informations sur les cauchemars qu'ont pu vivre ces réalisateurs. Mais sur le Don Quichotte de Gilliam, là, le travail est déjà fait, donc je vais pas le refaire. Ouais. Et justement, tiens, une question sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des statistiques, en fait? Est-ce qu'il y a le profil type du truc qui va foirer ou qui a été problématique ou qui sera problématique? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que on a plus de tournages catastrophiques quand il s'agit de de grosses productions hollywoodiennes ou quand il s'agit justement de films un petit peu plus intimistes que les grosses machines? Bref, est-ce qu'il y a des chiffres comme ça que tu sors de ça? Bah, c'est sûr qu'avoir un énorme budget n'aide pas. Niveau pression, niveau santé mentale du réalisateur, ça n'aide bien sûr pas. Mais après, il n'y a pas de profil type qui se dégage. Là, sur les 4 premiers films que j'ai faits, il y en a un à tout petit budget, c'est le dernier que j'ai fait, et 3 autres à gros budget. Mais ça ne m'empêchera pas sur les prochains de traiter plus de films à petit budget. Il n'y a pas vraiment de profil type. Je pense que tout film, quelle que soit l'échelle à laquelle il se situe, c'est une guerre en soi, quoi. Quand on se jette dedans, c'est toujours pas possible. Il y a toujours un milliard de trucs à gérer, il y a toujours une équipe à gérer, il y a toujours plein de départements artistiques à coordonner. Il faut toujours trouver une espèce de compromis, mais qui soit pas à la fois une négation de la pulsion créatrice de base. Donc c'est toujours ultra compliqué. Mais après, c'est sûr, encore une fois, qu'il y a un gros budget, forcément, ça met encore plus de pression et il y a plus de trucs qui sont amenés à foirer. Surtout sur ces grosses productions à la Waterworld où le gros budget. Et là aussi, pour soutenir une production qui doit aller tourner dans des conditions un petit peu difficiles, où là, ils sont à la merci du temps et des intempéries qu'ils vont notamment pouvoir avoir. Donc, il y a certains projets, à la base, on se dit, oui, il y a un bon potentiel pour que ça foire là. Mais globalement, tout est problématique. Qu'un film déjà existe, c'est un miracle. Oui, déjà. Donc, en plus qu'il soit bon, ça, c'est un miracle encore plus fou. Oui, parce que c'est vrai on pense toujours à la scène. Quand on pense film, on pense les acteurs et le réalisateur. On pense même pas éventuellement qu'il y a un cadreur, il y a 12 000 personnes sur le plateau. Et en amont, on pense pas à tout ce qui est de la technique pure, arriver à faire en sorte que tous les acteurs puissent être présents sur le plateau, arriver à ce que tout le monde puisse manger, à ce que tout le monde soit à l'abri parce que là, il pleut. Et c'est ce qui transforme ça en machine absolument énorme. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire traiter ce genre de sujet, c'est pour donner ce savoir à un grand public qui n'est pas forcément conscient de comment ça se passe, ou même le temps que prend un film à faire. Et généralement, une production de film, ça s'étale sur 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Alors que, généralement, je sais pas, par exemple, à la mort de Mandela, je perds mes mots. Je sais plus, il y avait le film sur... Bref, c'est un exemple que je prenais, mais quand un film, on va dire, semble rebondir sur un événement qui vient de se produire pour des raisons opportunistes, généralement, la production de ce film a été lancée bien en amont derrière, et généralement, c'est un faux procès à ce moment-là qui font les gens au film sur son prétendu opportunisme. Alors que non, il y a effectivement ce temps long dans lequel s'inscrit le projet, il y a toute l'équipe derrière, enfin, c'est toute une réalité, effectivement, de l'industrie du ciné qui est intéressant de connaître. Oui, puis en plus, il y a, je sais pas, des scènes qui doivent être tournées à l'extérieur quand il fait froid. Et ben, il faut que l'acteur soit libre à ce moment-là. Il faut que tous les intervenants soient libres à ce moment-là. Et donc, ça impacte. En fait, des détails simples, en fait, impactent sur toutes les disciplines, en fait, qui sont... un maquilleur, il a son cahier des charges, le cadreur a son cahier des charges, l'accessoiriste a son cahier des charges. Et quand je dis l'accessoiriste, je ne dis pas l'équipe, alors que c'est monstrueux, quoi. Et plus la post-prod. Voilà. Le cauchemar de la post-prod, où il faut rapiécer absolument tout ce qui n'est pas allé sur le tournage. Ouais. Le truc. Non, c'est complexe tout ça. Donc je suis content sur ce format. Il manque il y a un truc pourri sur une scène, il faut arriver à faire autre chose et à le transformer. Je sais même pas le temps de post-prod maintenant sur un film.
Donc ça dépend vraiment. Ouais. Oui, bien sûr, si effectivement c'est un huis clos entre 3 personnages sur un canapé, ça va pas être trop long. Mais voilà, sur des productions à décor, etc., le pourcentage en fait de post-prod, c'est Et ouais. c'est une question par rapport au pourcentage que Ouais, prend la post-prod sur. en fait, Bah oui, non, ça dépend vraiment, quoi. Hein, mais, j'avais une discussion l'autre jour sur le fait que la post-prod des fois prend tellement de temps que maintenant certaines équipes préfèrent refaire des choses, refaire de la maquette, plutôt que de faire la post-prod. En fait, ça coûte des fois moins cher pour une meilleure qualité. Euh, oui, 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 oui. Bah, après, ça dépend. De toute façon, tout projet voilà. est un cas de figure différent. Donc, il y aura plein. Il y a pas une recette globale qu'on peut appliquer. Voilà. Donc, Ça y est, j'ai eu cette discussion en fait suite après avoir avoir vu ta vidéo chez le collectionneur dont j'ai oublié le nom, mais qui vient de sortir un bouquin ouais. qui est vachement bien parce que du coup, il m'est arrivé magiquement dans les mains en fin d'année. T'as des questions? Oui, il y a certaines questions, des questions un peu classiques du genre pourquoi le personnage du Fossoyeur pour présenter les films. Euh, je pense que c'est la... Est-ce que tu as envie de répondre à ça? Tu l'as déjà fait 12 milliards de Oui, fois. c'est ça. Ah, j'ai déjà fait 12 milliards de fois, mais je peux le refaire une fois. Enfin, c'est juste que je cherchais un personnage qui soit décalé. Là, tout est une question, encore une fois, de faire une chronique sérieuse qui se prend pas au sérieux et de saupoudrer en fait la pédagogie et l'information de divertissement. Donc, je voulais un personnage décalé. Mm. Il se trouve que dans ma garde-robe, j'avais surtout du noir. Donc, je suis parti là-dessus. Je sais pas, fossoyeur de film. Je trouvais que ça sonnait bien. J'aimais bien en fait le gimmick de déterrer des choses qui sont pas dans l'actualité. À remettre en lumière pour une raison ou une autre. Donc en fait, ça allait bien. Cette idée de personnage pourrait fonctionner sur tous les plans. Ouais. Je demande aussi si tu as fait des études de vidéomontage, mais ça... Pas du tout. Non, non. J'ai pas fait d'études de ciné ou d'audiovisuel ou de quoi que ce soit. J'ai fait des études de sociaux. Techniquement, le premier épisode du Fossoyeur, le tout premier épisode du Fossoyeur sur la chaîne, c'est la première vidéo que j'ai montée de ma vie. Ok, ok. C'est pour ça que le montage est un peu maladroit. Et la socio, ça aide à faire des vidéos? Bah, ça aide à avoir un regard sur le monde. Après, Ouais. l'écriture des vidéos se nourrit de ça. Donc, quelque part, ça m'a aidé à avoir un certain regard, c'est sûr. Mais même pas aidé, enfin, c'est juste que, de fait, j'ai un regard un petit peu plus social sur les choses, sur la manière dont on appréhende les films, ce qu'ils représentent pour nous, comment chaque individu appréhende le cinéma. C'est pour ça que j'aime bien toujours mettre en contexte mes chroniques et mes sujets spécifiques par rapport au cinéma un peu plus globalement. Dans la gestion de la communauté aussi, ça t'aide? Oh non, ça, c'est... non, non. Après, j'ai fait aussi des études de com, de fait, mais... non, après, c'est du bon sens, hein. Non, mais Chacun gère ça un peu. en fait, je pensais surtout à, je reviens sur l'éternel sujet en fait qui nous préoccupe tous, c'est tout ce qui est commentaires, la gestion des commentaires, le fait de garder un accès au public tout en. Moi, c'est un sujet en fait qui est revenu avec la plupart des invités que j'ai eus, qui est la problématique, soit on se coupe du monde, soit on a une gestion différente. Donc, il y en a quelques-uns qui ont la chance d'avoir de super communautés, mais par contre, c'est des sujets ultra spécifiques. Généralement des scientifiques qui vont avoir des sujets pointus, donc les gens préfèrent débattre. Voilà, donc il y a ce grand. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Bah, c'est une question de juste milieu, quoi. Faut pas non plus, bien entendu, se couper de sa communauté. Mais après, il faut... De toute façon, on est... Sur Internet, il n'y a pas de filtre, en fait, de communication. Chacun... Enfin, vraiment, pour moi, c'est les extrêmes qui s'extrémisent, où ce qui est bien est vraiment très 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 bien, et ce qui est mauvais est vraiment très 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 mauvais en termes comportementaux. Donc, il faut arriver à prendre du recul par rapport à ça, arriver à ne pas se laisser submerger, avoir la sensation d'être submergé par une cacophonie qu'on ne contrôle pas et qui est plutôt décourageante, pour peu qu'on n'arrive pas à extraire de ça ce qui est constructif, ce qui n'est pas constructif. Donc il faut arriver à avoir suffisamment de recul pour voir les choses telles qu'elles sont, prendre les critiques constructives, que ce soit positif ou négatif, et arriver à ne pas se laisser parasiter l'esprit quelque part par ceux qui sont juste là par malveillance. Après, c'est sûr qu'il y a, personnellement, enfin, j'ai une communauté qui est super comparée au, je veux dire,
je sais pas comment expliquer ça au tout venant d'Internet, en fait, quelque part, parce qu'il y a une certaine tendance à la malveillance, et en termes de pourcentage, je pense avoir plutôt la chance par rapport à ma communauté qui est vraiment globalement ultra bienveillante. Mais après, voilà, il faut juste arriver à aiguiser son regard suffisamment pour se comporter et percevoir les infos de manière constructive. Et c'est pas gagné, c'est quelque chose qui se travaille continuellement. Oui, en permanence, parce que c'est vrai qu'il y a toujours la distance qu'on peut prendre, et puis à un moment, il y a, boum, le truc qu'on n'a pas envie de lire et qu'on a lu. Et est-ce que tu es pour plutôt la modération des commentaires ou de laisser le flux s'écouler? Oh, je laisse le flux s'écouler. Ouais. Ouais. Après, ça m'est arrivé d'effacer des commentaires, mais c'était vraiment quand par hasard je tombais dessus, parce que je ne peux pas lire tous les commentaires sur les vidéos. J'essaie de temps en temps de faire des sessions où j'en lis un max, mais ça m'est arrivé d'en effacer, mais c'est ceux qui étaient gratuitement haineux, qui étaient juste là pour se faire remarquer, et dire un truc le plus prétendument provoquant possible, juste pour regarder, j'existe. Donc là, tu dis, bon, c'est juste de la haine pure, je viens, ça sert à rien, quoi. C'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à d'autres, c'était juste quelqu'un qui était là pour de très mauvaises raisons. Ou alors sur la chronique sur Star Wars, la précédente qu'on a fait avec Patrick, où il y a eu une espèce de phénomène une espèce d'arrivée massive d'abrutis qui voulaient spoiler le film, qui mettaient en gros, en majuscule, ce qui se passait dans le film, le truc que personne ne voulait savoir avant de voir le film. Donc là, j'ai viré quelques commentaires à ce niveau-là. Mais globalement, non, je laisse le flux s'écouler, quoi. Parce que en plus, ça s'autorégule quelque part. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit quelque chose qui est aberrant, absurde ou très discutable, généralement, il y a des gens qui vont arriver derrière pour discuter. Et voilà, en fait, j'ai pas besoin forcément d'intervenir parce que les gens de la communauté vont déjà réguler le truc. Bah, c'est ce qui me semble en fait, c'est petit à petit la synthèse que je peux faire de ce que j'ai entendu. Puis c'est vrai que c'est une question récurrente. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui font du sport, le sport trolling, voilà. La super discipline olympique du trolling. Et donc cela, bah, ma foi, et c'est bien de les virer parce qu'effectivement ça pollue un fil de discussion qui s'autorégule tout seul et qui peut être effectivement très intéressant et générateur de quelque chose. Enfin, il y a des tas de choses qui naissent de façon très très positive de ça, des commentaires. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as d'autres questions? Une petite question de Jus qui nous demande si tu aurais éventuellement des conseils pour lui ou elle et ses amis qui se lancent notamment dans un projet de court métrage. Est-ce qu'il y aurait, au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y aurait des choses à surtout ne pas faire et des choses à faire? Bah après, les conseils pour se lancer dans la créa vidéo, il y a énormément de vidéos qui tournent à ce sujet, il y a énormément de trucs, énormément de conseils qui existent déjà, donc j'ai rien de particulièrement original à dire à ce sujet. Après, sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire, bon, priorité, surtout avoir un bon son, c'est le plus important au niveau Le son? technique. C'est encore plus important qu'une belle image. Quitte Mhm. à, bien sûr, l'idéal c'est d'avoir les deux, mais attention, vraiment, le son c'est primordial. Mm. Et puis par rapport à l'écriture et à ce qu'on fait, ouais, tout simplement se demander ce qu'on a à dire par rapport à ce qui s'est déjà fait, se demander pourquoi on fait ça, ce qu'on a apporté en fait au format, Prendre du tout recul en simplement. fait. Ouais, il faut prendre Mm. du recul et surtout se questionner sur nos motivations, qu'est-ce qui pousse à faire ça, et est-ce qu'effectivement par rapport à ce que la personne a déjà vu ou entendu dans sa vie, est-ce que avec cette vidéo, cette démarche créative, qu'est-ce que j'apporte à ma petite échelle? Quel est mon propos? Qu'est-ce qui fait que je me différencie, je me distingue? Je parle pas bien entendu de révolutionner la moindre chose qu'on touche, bien au contraire, mais apporter le petit plus qui fait que ça va être pas juste un truc en plus, mais quelque chose qui apporte quand même quelque chose à ce qui s'est déjà fait, même à une toute petite échelle. Et ouais, Oui, c'est plutôt ça mon conseil, ouais, se demander ce qu'on a à dire. amuse-toi, fais le mieux possible et puis pense aux autres quand tu fais quelque chose. C'est vachement important C'est ça. de penser. Quand on fait quelque chose voilà, qui est appelé à se diffuser, bah, il faut que les gens s'y retrouvent et il faut l'avoir fait en pensant à eux Mm. et puis en disant ouais j'aime les gens et je le fais. Je pense Mm. à vous. T'as Et une autre? surtout, ne pas, j'y pense maintenant, mais ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que ça, des erreurs, on en fait forcément. Et c'est un truc qui peut être paralysant au bout d'un moment où on a forcément envie de faire un truc qui soit bien. Et la peur de se louper, la peur de faire des erreurs va parfois conduire à ne rien faire.
À la place, c'est ne pas arriver à se botter le cul pour se lancer dans la création. Donc il ne faut pas avoir au bout d'un moment peur de faire un truc imparfait. Ça s'améliorera au fil du temps et on apprend avec ses erreurs. Ouais, et on apprend des autres aussi parce que, bah, par exemple ici, voilà, bah, c'est les gens qui nous aident. Il y a un truc qui fonctionne pas, on le fait avec eux. Il y a des gens qui connaissent un truc. Attends, moi j'ai déjà vu ce cas-là. Tiens, voilà ce que je peux dire. Et c'est vrai que d'intégrer le public dans sa construction, c'est vachement important et c'est très Mm. riche. Ouais. Alors une autre question complètement différente de Jeff qui dit qui te demande en fait en tant que docteur en sociologie, que penses-tu des rapports entre l'université et la culture populaire? Devient-elle davantage un objet d'étude ou reste-t-il un certain mépris de la recherche vis-à-vis de cette culture? C'est une question très vaste. Bah non, mais après, de toute façon, il y a aussi un turnover générationnel dans les universitaires et il y a beaucoup de 109 qui arrivent et j'ai énormément d'étudiants qui me contactent, qui prennent pour sujet de mémoire des trucs qui se rapprochent de la culture pop et toute cette culture aussi web qui s'est développée ces dernières années. Et c'est quelque chose qui, de plus en plus, s'instille aussi à un niveau doctorat ou maître de conférence compagnie, enfin, enseignant-chercheur, je veux dire. Et ouais, non, enfin, il y a une forme de mépris qui peut exister chez certains encore, j'imagine, mais c'est pas uniquement dans le milieu universitaire, c'est à toutes les strates de la société, j'imagine. Hmm. Donc il y a une forme de mépris qui subsiste à certains endroits, mais il y a un turnover qui fait que ça roule, quoi. Et cette culture se fait de plus en plus une place, même en tant qu'objet d'étude à l'université. Est-ce que dans ta réflexion, tu perçois, parce que grosso modo, Internet a une grosse quinzaine d'années, enfin selon les gens, quand ils sont connectés, il y a eu assez de monde pour faire des communautés ou des choses qui ont commencé à se dessiner. Est-ce que tu vois sur le milieu du cinéma, donc pas la technique, mais l'influence d'Internet? C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait musique et c'est vrai par exemple que Internet a permis de faire émerger, vu qu'il y a tellement d'informations, a permis au niveau musical, par exemple, de refaire émerger la musique classique. Bon, évidemment, principalement les jeux vidéo qui ont vachement amené ça. Après, il y a le Content ID qui a vachement aidé aussi à aller chercher dans les trucs. Bizarrement, on voit réapparaître beaucoup de musique classique et de jazz. Sur des trucs qui sont tombés dans le domaine public. Est-ce que tu perçois l'influence d'Internet dans la relation entre le cinéma, son histoire, le public, la manière dont il se comporte, etc. Bah, par rapport au public, Internet, bien sûr, permet d'avoir accès à beaucoup plus de références et être beaucoup plus informé. Donc, en ce qui concerne la cinéphilie, c'est une cinéphilie de plus en plus érudite qui se crée. Mais après, c'est pas uniquement positif parce que aussi l'envers de la médaille, c'est que par rapport à Internet aussi, on est aussi dans une culture de la rapidité et à l'envers de la médaille, ça sera avoir tendance plus à rester en superficie des choses, en, en surface des choses et ne pas creuser. Donc il y a du bon et du mauvais, mais je pense que sur le cinéma lui-même, l'influence surtout d'Internet, c'est le rapport à la communauté et au public, où le rapport à la parole, la prise de parole du public sur Internet fait que plus que jamais, les studios se sentent vraiment très surveillés. On peut le voir avec les communautés de fans qui peuvent décider de la vie ou de la mort d'un film en lançant un bon buzz ou un bad buzz quoi, en très peu de temps sur Internet. Il y a des projets, il y a des films qui ont l'impression qu'ils sont fusillés même avant qu'ils sortent. Le remake de Robocop, par exemple, c'était quasiment un projet mort-né, alors que le film est sorti. C'est pas du tout un film honteux, c'est pas un très mauvais remake, loin de là. C'est un film très imparfait, bourré de défauts aussi, mais le public a décidé que ça serait forcément une merde et a décidé que ce film se ramasserait. Il s'est ramassé parce que c'était une prophétie autoréalisatrice, et ça, c'était un phénomène qui n'aurait pas été possible sur Internet, forcément. Parce que l'information n'aurait pas circulé de la même manière, les informations aussi sur le tournage n'auraient pas circulé de la même manière, et ainsi de suite. Donc c'est surtout en termes de l'impact que peut avoir le public sur l'industrie du cinéma que ça a changé, je pense. Pour le meilleur et pour le pire, quelque part. Parce que pour le meilleur, parce que les studios ne peuvent plus faire n'importe quoi. Aujourd'hui, un studio qui voudrait faire le film Super Mario Bros tel qu'il avait été fait dans les années 90,
plus jamais ça se fera aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que même à la première esquisse de début de projet avec telle ou telle image ou tel élément de scénario qui sera révélé, je veux dire, toute la communauté internet dirait c'est un foutage de gueule et mettrait une telle pression au studio que ce serait pas possible. Donc ça, c'est super positif. Après, ça pousse aussi les studios à prendre encore moins de risques qu'avant et finalement à tomber dans le fan service au sens négatif du terme souvent, là où ils pourraient faire preuve d'un peu plus d'aventure et ouais, finalement donner accès à une œuvre qui sera surprenante. Donc en fait, c'est toujours un cas de figure c'est jamais uniquement positif ou négatif, c'est toujours les deux. Donc c'est arriver à jongler entre ces deux aspects en essayant d'en tirer le meilleur, en meilleur des cas. Oui, non, c'est vrai que, et notamment la durée d'exploitation d'un film, c'est des choses de toute façon qui sont tellement borderline que de toute façon ça va bouger. Dans quel sens on ne sait pas, mais de toute façon c'est une situation qui est intenable c'est juste intenable pour tous. T'as d'autres questions? Pas pour l'instant, non. Tiens, voilà, on Non. les a trop censurés, donc du coup, bam, quoi. Par contre, ça m'étonne, donc il doit y avoir en régie. Oui. En régie, si vous vouliez bien contrôler le module question, merci. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'il y a un sujet qui n'est pas le tien, mais je trouve, personnellement, j'ai l'impression quand même que ça impacte aussi. C'est la partie série, où là, franchement, on est dans l'opposition quelquefois entre le budget et les fans. Et du coup, tu as des licences qui jouent à la fois sur les séries, donc évidemment, je pense à tout ce qui est comics, à chaque fois qui jouent sur les séries et sur les films. On a aussi je pense aussi par exemple à Josh Whedon avec Firefly, où la communauté de fans est très très influente, où à la fois il y a les gens sont là se mobilisent toujours encore, hein. Les acteurs vont finir par prendre 20 ans de plus, mais ils en démordent pas. Ils veulent la suite, ils reveulent la série, ils reveulent le film. En fait, la communauté de fans, en fait, l'impact de la communauté de fans, est-ce que c'est directement lié à Internet ou est-ce que, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a que ça? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, il y a des précédents? Donc, je pense à Firefly, je pense aussi au SDA, tout simplement, qui au départ, en tout cas, à ce qu'ils en ont expliqué, c'est d'abord Peter Jackson a demandé d'abord aux fans et ensuite il a fait son film. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là qui a à voir, qui soit différente d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a un processus normal en fait? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait, est-ce que le cinéma, ce serait de toute façon, même sans Internet, est-ce que le cinéma, ce serait de toute façon orienté vers une interaction plus forte avec le public? Au niveau du scénario, je veux dire. sais pas sans Internet comment ça aurait pu C'est difficile à extrapoler. cette interaction aurait pu se faire jour. Idéalement, forcément que le cinéma voudrait une interaction parfaite avec les spectateurs, même pour des raisons purement marketing. Et chaque chef du département marketing d'un film va dire j'aimerais bien juste avoir accès au cerveau du spectateur, savoir exactement ce dont il a envie et fournir le produit idéal. Donc ouais, l'interaction, c'est un petit peu le truc principal. Et ouais, c'est aussi le problème des départements marketing, enfin même des studios qui veulent donner au public ce qu'il veut, pas forcément ce dont il a besoin. Ça, c'est un autre débat. Donc sans Internet, ce besoin aurait toujours été là, mais je vois pas comment il aurait pu s'exprimer. Mais ça devient très difficile aujourd'hui d'imaginer une réalité alternative où il n'y aurait pas eu Internet depuis les années 90, parce que tout s'est tellement structuré autour de ça que c'est un travail. Après, ça serait un bon travail d'ailleurs d'Uchronie. Qu'est-ce qu'on Comment en aurait fait? le monde aurait pu évoluer sans ça? Parce que je pense qu'il aurait continué à évoluer dans nos manières de pratiquer la culture et tout ça. Il aurait évolué dans la lignée de ce qui se faisait déjà. Mais ouais, non. Ouais, l'interaction est de toute façon importante. Internet a été un amplificateur de ça. Je me pose, en fait, la question que je me posais, c'est depuis la création, l'invention du cinéma, le parcours a toujours été jonché de nouveautés, aussi bien techniques
que scénaristique, etc. Il y a des films qui sont des avant-après. Hein. Avant ce film, il n'y avait pas ça. Après ce film, tout a été différent. Est-ce que le cinéma peut encore fournir des nouveautés? Parce que là, même la technique, du coup, on peut encore améliorer effectivement la post-prod. Est-ce que l'étape suivante, c'est pas justement grâce à tout ce qui a pu être inventé au fil du temps? Est-ce que l'étape suivante, c'est pas juste l'interaction avec les gens et l'identification au personnage? À travers l'identification au personnage, à quel niveau? Bah, par exemple, il y a eu, je sais pas, après je vais dire une grosse bêtise, ça m'embête parce que toi tu connais bien le cinéma et alors d'un point de vue technique, il y a eu peut-être, hein, j'ai peut-être une connerie, mais c'est pas grave, on va le prendre comme symbole, il y a eu un avant et un après Matrix. Ouais. Est-ce que tous ces avant-après, est-ce que tout n'a pas été déjà trouvé? Est-ce que maintenant la dernière étape, c'est le plus dur, c'est-à-dire l'interaction avec le public? Bah, après, c'est le dernier truc aussi de toutes les histoires ont été racontées. Voilà, Maintenant, c'est on ça. ne peut se différencier que par la manière de les raconter. Donc, mais ça fait un bon moment que ça dure. Et effectivement, Oui. toutes les histoires, je pense, ont été racontées. Maintenant, c'est juste une manière d'imprimer un regard sur ces histoires, de les remettre en lumière sous un autre angle. Donc, par rapport aussi à tout le débat sur les remakes, sur les suites et sur la prétendue, le, le prétendu manque d'originalité de Hollywood qui ne se remet, qui a des franchises et tout ça, techniquement, ce que je disais dans une des chroniques sur les remakes, techniquement, on pourrait faire 120 remakes d'un même film et aboutir à 120 films ultra différents les uns des autres et tous super intéressants. Sur le papier, c'est possible. Donc, ouais, c'est toutes les histoires à te raconter. Et c'est une manière de s'en dépêtrer, c'est d'arriver à trouver un angle différent. Et à partir de là, toutes les nouveautés dans l'histoire du cinéma, par-delà les nouveautés, c'était plus l'idée d'une nouveauté. Parce que par exemple, ce qu'on a appelé la révolution numérique, il y a pas mal de discours de la nouveauté qui ont tourné autour, qui n'étaient pas forcément qui relèvent pas de nouveauté. Par exemple, tout ce qui a été fait autour de la 3D. La 3D, la manière dont elle est revenue à la fin des années 2000, a été vendue comme une nouveauté au public, alors que la 3D est aussi vieille que le cinéma lui-même, sinon plus, et que même dans l'histoire du cinéma, il y a eu des périodes d'exploitation commerciale de la 3D dans les années 50, dans les années 80. C'était des moments où vraiment la 3D a été offerte au grand public, avec les fameuses lunettes rouge et bleues qu'on voit dans Retour à le futur, en 55. Et voilà, donc généralement le cinéma, il y a eu des grands paliers d'évolution, bien entendu, le palier du parlant, le palier de la couleur, le palier ensuite de tout ce qui était possible de faire en termes de modélisation numérique, qui n'a pas été un palier très clair et net comme le parlant et le passage au parlant et le passage à la couleur, mais qui s'est plus étalé dans le temps et pendant 20 ans ça s'est perfectionné. Aujourd'hui on arrive à une espèce de photoréalisme et des images de synthèse qui devient assez ahurissant. Donc ouais. Après c'est juste des outils, c'est comme un peintre, c'est comme se demander, il n'y a pas un nombre infini de couleurs. Au bout d'un moment, est-ce qu'un peintre va arriver au bout de ce qu'il peut représenter parce qu'il n'a pas accès à des couleurs qui se renouvellent tout le temps? Ça va juste être une manière d'imprimer sur la toile ce qu'on a envie de voir enfin, la vision tout simplement d'un artiste. Et à partir de là, même s'il y a un nombre d'outils limité, sa manière de les utiliser, sa manière d'agencer ses idées, c'est ça qui fera la différence. Donc, par rapport aux évolutions techniques du cinéma, ce ne sont que des outils. Même si à partir de là, il n'y avait plus aucune évolution technique dans le cinéma, on en resterait quand même avec un nombre d'outils assez incroyable et avec juste le fait de se retrouver face à un créateur et se demander tiens, qu'est-ce que ce mec a à nous raconter? Et on dépasse là le cinéma, on dépasse tout ça, on en revient juste à la base de ce qui constitue la pulsion créatrice et le fait de raconter des histoires. Et est-ce que cette histoire va m'intéresser? Est-ce qu'elle va pas m'intéresser? C'est ça la question qui se posera toujours au fond. Oui, parce qu'au niveau technique, ça commence quand même un petit peu à se tasser, même si il y a de l'amélioration, mais des grandes révolutions, est-ce qu'il y en a encore qui sont envisageables? Je sais pas. C'est une très bonne question. Là, vu comme ça se présente, on est plutôt dans une espèce de continuité de ce qui s'est déjà fait, même si il y a une accélération et qu'en 20 ans, la manière l'évolution de l'imagerie numérique est complètement folle. Donc c'est pas une révolution au sens où du jour au lendemain, d'un seul coup, tout est différent, mais j'ai pas l'impression que ça se tasse. Ça se tasse peut-être en termes de potentiel totale nouveauté,
Mais en termes d'évolution, ça se tasse pas, parce qu'on arrive de plus en plus toujours à des bécanes de plus en plus puissantes par rapport à des potentialités de représentation de plus en plus incroyables. Donc ça se tasse pas à ce niveau, mais quant à savoir si il va y avoir une autre révolution qui soit différente de la révolution numérique, ce qu'on appelle la révolution numérique, même si c'est pas vraiment une révolution en soi, là je sais pas. Je pense pas, en tout cas dans un avenir proche. Ça serait assez surprenant. Mais après, est-ce qu'on peut jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la révolution sans changer même l'essence du cinéma? Est-ce qu'au bout d'un moment, par exemple, si on fait craquer, tu parlais d'interaction tout à l'heure entre le public et le cinéma, si on fait complètement sauter cette interaction, est-ce qu'on est encore dans du cinéma? Est-ce que si le spectateur devient co-auteur, on n'est pas juste dans de la création, dans de la co-création? Enfin, ça change complètement nos références, si tu veux. Ouais. Et c'est ça qui. Est-ce qu'on peut encore parler de cinéma à ce moment-là? Parce que le cinéma, c'est aussi être spectateur, recevoir une proposition artistique que nous fait un réalisateur et se laisser manipuler. C'est ça aussi le cinéma, c'est juste accepter de se laisser manipuler par un spectateur. Et les plus grosses expériences de cinéma, ces films mindfuck, tout ça, je sais pas, des films à la Memento, c'est des films par lesquels on s'est laissé manipuler. Et on a aimé ça, parce que c'est aussi ce qu'on pense à faire en tant que spectateur. Et en termes d'interaction, si on s'extrait trop de notre statut de spectateur, est-ce que c'est encore du cinéma? Je sais pas. Voilà, parce que c'est vrai que là, il y a des films qui sortent avec des scénarios qui sont vraiment écrits sur des mouchoirs de poche, où tu sens la commande à la minute. Moi, je connais la partie BD. Donc, à un moment, j'étais scénariste de BD. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on disait, et c'est une des choses qui m'en a fait partir, c'est qu'en fait, c'est le fameux trio cul, baston, nichon. Et de là, tu ne ressors pas, quoi. Tu lances un truc, mais à telle page, il faut que ça revienne, à telle page, etc. Et en fait, au final, le scénario, il est cadré tellement par les commerciaux que du coup, y a plus, du coup, ça donne des scénarios qui sont pauvres parce qu'il faut que ça tienne dans le budget, parce que voilà, sinon le monde s'écroule si jamais ils rentrent pas dans leurs frais, etc., etc. Et que les films coûtent très cher, ça c'est une évidence. Et justement, est-ce que c'est pas un symptôme du fait que peut-être ce qu'on attend, c'est justement que le scénariste puisse bosser tranquille sur sur un matériau, sur un terreau, un air du temps, beaucoup plus fin que simplement du fan service. Alors, c'est juste une question que je me pose en fait. Je me la pose aussi. Mais ouais, après sur la liberté de création, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour le cinéma à cause des budgets, forcément, parce que ça demande une logistique incroyable, et que forcément il y a des attentes industrielles derrière ça. Mais après Internet, avec le financement participatif, peut ouvrir, je pense, quelques potentialités à ce niveau-là pour donner un peu plus de marge de manœuvre. Après, il y a, je veux dire, le côté glamour et plein de potentialités du financement participatif que tu as relativisé parce que généralement ça s'applique uniquement à des gens qui ont déjà une communauté. Ouais. Et donc c'est à relativiser, quoi. Mais il y a des choses qui peuvent quand même qui peuvent naître sur Internet qui relèvent de cette sorte de créativité opprimée par ce qui relève de l'industrie. Et je sais pas, on arrive à un point complètement absurde, je trouve, où, par exemple en France, le cinéma de genre en France, il est de notoriété commune, qu'apparemment il n'y en a pas. Alors que pas du tout, si, bien sûr qu'il y en a. Et on en vient à penser qu'il n'y a pas de scénaristes, de bons scénaristes de cinéma de genre en France, de cinéma de science-fiction ou que sais-je. Alors qu'il n'y a que ça. Il y en a plein, il y a plein de Français qui seront prêts à faire mentir cette espèce d'idée commune, sauf que c'est le système qui n'en laisse pas la possibilité. Parce qu'il y a aussi le système de financement du cinéma en France, avec le financement par les chaînes, qui veulent généralement, s'ils investissent telle ou telle quantité d'argent, ils veulent quelque chose qui soit diffusable en prime time le dimanche soir sur TF1, qui correspondent donc à ce qu'ils pensent que le public attend à cette heure-là, et ainsi de suite. Donc ça verrouille complètement la production à un certain niveau de financement. Et sur des projets très ambitieux qui nécessiteraient un petit peu de blé, ça devient compliqué. C'est pour ça, je pense qu'en France aussi, beaucoup des films de science-fiction, parce qu'il y a aussi pas mal de films de science-fiction en France, et beaucoup des films de science-fiction qui existent sont soit du post-apo, soit du huis clos. Oui, tout à Parce que c'est pas des genres qui demandent beaucoup d'argent, enfin en tout cas moins qu'un space opéra de taré.
et que c'est une manière de contourner en fait les insuffisances du système. Donc, ouais, il y a une liberté, il y a beaucoup de créativité. Les discours fatalistes sur le cinéma ou sur la création aujourd'hui, je soutiens pas du tout ce genre de discours parce que je pense qu'il n'y a jamais autant de trucs super intéressants qui sont faits qu'aujourd'hui. Sauf qu'à un niveau grand, très grand public, ça se verrouille de plus en plus. En fait, Voilà. encore une fois, on est dans une question d'extrême qui s'extrémise. La créativité et les modes de production alternatifs vraiment se renforcent, se diversifient, s'enrichissent. Et à côté de ça, on a le côté beaucoup plus consensuel du grand public qui se verrouille de plus en plus, qui devient de plus en plus consensuel et calculé. Donc plus l'un s'éloigne, plus l'autre s'éloigne, et au milieu, ça devient un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et en général, je pense que quand il y a quelque chose qui devient problématique, justement, où ça commence à s'extrémiser, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit émerger, qui va émerger. Mais voilà, là, c'est tous les remakes qu'on a, c'est des films où on a qui ont été passionnants, qui ont servi de support à l'identification. Je suis pas sûre d'avoir envie d'entendre de parler de Star Wars, mais quand Star Wars est sorti, pour le coup, j'étais à la sortie de l'épisode 4, et voilà, là aussi, il y avait un avant et il y a eu un après. Alors que celui qui est sorti, il est a priori, parce que du coup, j'ai réussi à me garder de tous les spoils et j'attends en fait d'avoir des ressentis de plein de personnes, savoir si j'ai vu ou pas. Et c'est un très beau bijou, mais il n'arrive pas, mais je crois comme tous les films en ce moment, n'arrive pas à faire que quelqu'un rentre dans une salle, prend une claque dans la gueule et revient disant « Ok, ma vie a changé là Mm. ». En ce moment, c'est un peu Sur les films grand coincé, public, toujours. ouais. Sur les films grand public, je suis d'accord, parce qu'on en est sur vraiment les films qui constituent la culture pop. Là, ouais. Mais c'est ce que je disais, sur la sphère grand public qui se cloisonne de plus en plus, qui prend de moins en moins de risques. Mais c'est les systèmes des studios qui fonctionnent comme ça, parce que c'est aussi une question de budget, encore une fois, où les budgets investis dans les films sont de plus en plus colossaux. Chaque studio investit maintenant dans un ou deux énormes poulains par an dans lesquels ils vont investir des budgets titanesques. Et parce qu'ils veulent que ces films aient un succès complètement dantesque. Donc il y a une espèce d'inflation à ce niveau-là dont pâtissent les autres productions à côté qui vont forcément être... Encore une fois, c'est le milieu qui en pâtit. Voilà, mais je suis sûre, enfin, je suis plutôt optimiste, mais je suis sûre que ça veut dire que ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai vu que Peter Jackson, a priori, serait parti sur l'idée de faire un remake de l'Histoire sans fin. Je sais pas Ah s'il bon? faut voir. Ouais, j'ai vu passer ça, j'ai pas eu le temps de vérifier l'info. Mais là, du coup, j'ai eu des sueurs un petit peu froides dans le dos. Ah, pourquoi pas en même temps. Et il Moi, va... j'attends surtout l'épisode de Doctor Who qu'il est censé réaliser. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, à un moment. À un moment, c'est vrai qu'il a été pressenti, il a signé pour ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, là, en ce moment, les gens se reportent sur les séries pour avoir du scénar. C'est ça. Mais c'est vraiment, ça s'est décalé vers les séries généralement. C'était en fait les logiques qui étaient jusque-là des logiques du cinéma indépendant, tel qu'on le concevait dans les années 90 notamment, sont devenues les logiques de séries télé aujourd'hui. Et ouais, généralement la créativité et la liberté d'écriture et la possibilité d'avoir suffisamment d'espace pour faire vraiment vivre des histoires qui vont prendre des risques, ouais, c'est assez incroyable. Il y a quelques années, si on nous avait dit ça, je pense qu'il y aurait eu Ouais. pas mal d'entre nous auraient ri. Quoique, même depuis le début des années 2000, il y a les prémices de ça, avec HBO déjà, avec leur série phare, déjà quand les Sopranos, Six Feet Under sont arrivés, ils disaient, putain, il y a un truc qui se passe là à la télé. Et même un petit peu avant ça, à la fin des années 90. Mais ouais. Aujourd'hui, je sais pas, les gens veulent être surpris à la télé, ce qui est plutôt, porteur d'espoir. Voilà. Et quand, par exemple, tu as la politique de Netflix qui consiste à sortir en fait un film de 8 heures en 8 parties, par exemple, comme Daredevil. Je sais plus combien ça fait Daredevil, mais c'est vraiment ça. Enfin, tu es devant un film très long. Ouais. Et, Trop détective aussi, ouais. et du coup, la question se pose à partir du moment où quelqu'un peut se faire une mini-salle,
Enfin, ça coûte que dalle maintenant de se faire une mini-salle pour regarder un film dans de bonnes conditions. Voilà, un écran ça coûte que dalle, un projecteur ça coûte que dalle, entre guillemets bien entendu. Là, et à partir du moment où tu peux projeter quelque chose qui passe en morceaux sur Netflix, où est la différence en fait? À quel moment est-ce que les deux vont se rejoindre? Et éventuellement avec l'apport des créateurs qui auront émergé via Internet, parce que sinon ils n'y arrivent pas. Bah, le cinéma, dans une certaine mesure, ça relève aussi du rituel. Il y a une dimension complètement rituelle dedans où on a besoin de se retrouver dans un lieu qui est... C'est assez bizarre quand on y pense. Au cinéma, on a besoin de se retrouver dans un même lieu avec des inconnus, qui est un lieu qui est plongé dans le noir. C'est très bizarre, en fait, le cinéma. Et oui, il y a cette dimension rituelle à laquelle on est attaché. Et tous les discours qui prévoyaient la mort du cinéma, la mort de la salle, surtout par rapport au téléchargement, par rapport au home cinéma, finalement, c'est pas des discours qui ont une pertinence dans le temps long, parce qu'il continue à avoir une grande fréquentation des salles de cinéma encore aujourd'hui. Et c'est pas fait pour s'arrêter. Donc on est attaché à une certaine forme, une certaine manière d'appréhender le cinéma à travers la salle, à travers la dimension collective. Donc je pense pas que tout puisse dériver dans la sphère privée. Et, mais en fait, tout à l'heure je parlais de séries télé, mais j'étais en train de penser, est-ce qu'on peut encore appeler ça des séries télé? Bon, elles sont financées par la télé, mais elles sont tellement consommées par d'autres biais, par le téléchargement, c'est plus une dimension télévisuelle, donc on est encore dans autre chose. Mais c'est comme vidéo, hein. On n'a pas encore mis les mots, je crois que l'histoire va trop vite, les mots ne sont pas encore posés, il me semble. Des séries tout court. Les séries tout court. Mais c'est vrai que quand tu vas dans une salle et que tu... il y a eu, tiens par exemple, c'était un peu dans les années 90, où il y a eu ce moment où bien après le générique, quand tu attends, t'as un easter egg qui arrive. Et quand tu es dans la salle et que tu vois le nombre de gens qui sont au courant, tu sais que tu partages et qui vont attendre. Après, t'as le mec de la salle qui fait mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi, ils sont endormis et voilà, et tu restes. Et c'est vrai que ce moment partagé de communication non verbale, en plus on se voit même pas, enfin on voit des têtes et par contre on sait qu'ils savent. Et voilà, ça c'est des moments. C'est pour ça qu'on a besoin de la salle de ciné et qu'on a besoin de ce genre d'expérience, parce qu'on a besoin de partager des trucs, on a besoin de savoir que quelque part il y a des gens qui partagent les mêmes références, qui partagent les mêmes envies. Aujourd'hui, avec Internet, on est toujours connecté à des communautés de gens qui partagent ce centre d'intérêt. Donc en fait, la satisfaction de partager un easter egg à la fin d'un film est un petit peu moindre quelque part, parce qu'on y a accès sur Internet, qu'on sait qu'il y a déjà des gens qui nous ont évolué dessus et que bon, c'est déjà partagé. Donc en fait, la satisfaction de communiquer autour de ça est un peu diluée au-delà de la salle. Mais ça n'empêche pas que ça fait toujours plaisir de voir Bidule qui traîne au fond de la salle, qui quand on se retourne vers lui, qui fait ouais. Oui, donc c'est une question de ça. Et des sorties avec des gens qui sont très fans du film qui va sortir, où tu sens la même respiration au même moment, tu sens l'émotion. Et ça, c'est de toute façon quelque chose d'irremplaçable. Voilà, mais ça, c'est quand tu attends un truc. Quand tu l'attends pas, tu te dis je le regarderai bien chez moi en fait. Et c'est clair que, par exemple, moi j'ai passé une partie de l'été à regarder Penny Dreadful, et j'ai eu l'impression de voir un film, enfin avec les moyens du cinéma et non pas. La direction artistique de cette série est folle. C'est beau. C'est magnifique. Enfin, c'est wow. Et la construction du scénario, tout est complètement différent. Et voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça qui émergent. Je pense qu'on essaye de nous dire quelque chose. Oui. Que de l'espace. Oh non, c'est juste un calage de programme. Mais si tu regardes, tiens, tu peux aller voir sur le module de questions. Voilà, ok. Bien, donc voilà. Et toi, tu me dis où on en est où par rapport... Ah, tu veux qu'on arrête? Ah bah voilà, bon. Ok, bon, mais il faut donc qu'on donne le mot le mot de la fin déjà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, parce que ça c'est important. Alors, le mot de la fin, les gens voulaient savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir te recroiser bientôt. En fait, je suis en train de monter une vidéo bilan que je vais mettre dans 2 jours sur la chaîne où je vais annoncer les conventions.
mais je peux vous le dire dès maintenant. Bah voilà, si tu veux. Attendez, je prends mon petit papier, enfin mon petit fichier. Là, dans quelques jours, je vais être au Québec. Je vais être à Gatineau pour la G Anime du 22 au 24 janvier. Donc, je suis impatient. Du 25 au 28 mars, je serai très probablement à Polymanga à Montreux, en Suisse. Les 30 avril et 1er mai, je serai à Néocast, à Strasbourg. Du 3 au 5 juin, à Celles-sur-Cher, je serai, je l'espère, au Ah UK. Ah ouais? Et, Oui, bien sûr. et pour l'instant, c'est les 4 conventions qui sont calées. Ok, bon bah c'est chouette. Bah écoute, pour les Geek Ferries, c'est comme d'habitude, hein. Si tu as des idées, des envies, tu dis et on essaie de mettre ça en place, il n'y a pas de problème. Ah bah, très très grand plaisir. Ça me fait Voilà. très plaisir en tout cas de revenir. Et s'il y a des choses que tu veux qu'on améliore, enfin on essaye toujours d'améliorer les trucs, c'est vachement évident. Et d'autres c'est moins évident. Et voilà, on essaie de travailler là-dessus. Ok, bah je te remercie.